Salut Sacha, tu peux partager ton document, hein? Allez, top. Alors. Super. Du coup, Sacha, il faudra bien que tu zoomes sur la partie du document par à gauche. Comme ça, on voit bien les choses. Et du coup, s'il y a des gens qui arrivent en salle d'attente, si tu peux regarder de temps en temps, comme ça, tu peux les accepter, d'accord? D'accord, ok. Allez, bon courage à tous. Allez, merci Dan. Salut. Bon, ben bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Voilà, aujourd'hui, on va corriger le QCM qu'on a fait ensemble, du coup, que je vous ai envoyé hier matin. Du coup, avant de commencer, je voulais voir avec vous, en préambule, s'il y en avait qui avaient des questions à me poser à propos de la métrologie et ou des fonctions usuelles. Vous pouvez activer le micro, répondre oui, non. Non, pas pour moi en tout cas. Ok, ok. Moi, j'avais quelques questions du coup sur le QCM, mais du coup, dès qu'on passera sur les questions, je la poserai. Ok, ok, ok. Ok, je commence. Et si s'il y a quelqu'un du coup qui a une question, qu'il n'hésite pas à m'arrêter. Notamment, voilà, du coup, on est quand même en ligne, on est en distanciel, donc c'est pas facile d'expliquer des mathématiques en distanciel. Donc n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des trucs que je vous explique et qui vous semblent pas logiques. D'accord? Alors, on va voir la correction de la question 1. La question 1, du coup, on était sur une équation aux dimensions. Et donc, l'équation aux dimensions, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on souhaite définir les dimensions ou les unités, peu importe, ça dépend ce qu'il vous demande, ben, par rapport aux unités du SI. Les unités, les 7 grandes unités du SI, les 7 grandes dimensions du SI qui sont notre base pour en fait créer toutes nos unités, toutes nos dimensions qu'on pourrait appeler dérivées. Donc, l'exemple classique que vous avez dans les QCM, c'est notamment l'énergie et la puissance. Par exemple, donc pour prendre l'exemple de l'énergie, tout le monde connaît une formule de l'énergie. L'énergie, par exemple, cinétique, c'est un demi de mv carré. D'accord? Tout le monde me suit? Donc, on prend la masse qu'on multiplie à un demi et qu'on multiplie à une vitesse au carré. Donc un demi, il n'a pas de dimension. C'est un nombre. La masse, c'est des kilogrammes. Ensuite, la vitesse au carré, la vitesse, c'est des mètres par seconde. Si on met le tout au carré, ça fait donc des mètres carrés divisé par un temps au carré. Et donc, en réalité, on multiplie la masse et des mètres au carré, et on divise par du temps au carré. Traduction, les dimensions de l'énergie, c'est L2, L2 pour L au carré, la longueur au carré, M pour la masse, T-2, T puissance moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que quand on divise par quelque chose au carré, si on veut le refaire passer côté numérateur, on met un moins au niveau de notre exposant. D'accord? Donc, on la voit notamment ici. Euh, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez au top. Donc L2, Mt-2, on la voit notamment ici, la dimension. Donc c'est l'énergie. Donc ce moins, c'est parce qu'en réalité, on divise par un temps au carré. Quand on met des points, ça revient à multiplier. OK? Et donc ici, on était sur T-1. T-1, c'est donc la dimension de la fréquence et de la vitesse angulaire. Comment je sais que c'est la dimension de la fréquence? Eh bien, encore une fois, vous connaissez tous une formule de la fréquence. La fréquence, c'est 1 sur t, la période. Donc, c'est 1 divisé par des secondes. Donc, quand on divise par des secondes, c'est comme si on divisait par des secondes puissance 1. Et donc, si on veut le refaire passer côté numérateur, ça devient donc puissance moins 1. Donc, pour revenir à notre question, la A était juste. La B,
La B, elle était juste parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent une vitesse par unité de longueur. Quand vous avez ce fameux par, ça veut dire qu'on divise. Donc une longueur divisée par un temps. Non, une longueur, qu'est-ce qu'il m'a mis? La vitesse, c'est la longueur sur le temps. Oui, oui, ok, d'accord. La longueur, c'est la vitesse sur le temps. Et donc moi, ce que je souhaite faire, c'est diviser une vitesse sur une longueur. Donc ça nous donne longueur sur longueur fois temps, donc 1 sur t, et donc t moins 1. L'accélération, ça marche pas. Et pour la dernière, l'avant-dernière vitesse angulaire, c'est la définition. Et donc pour la dernière, on a L2 mt-2 divisé par Lm, on obtient L fois t-2. Donc ça ne marche pas non plus. Donc pour la question 1, les réponses c'était ABD. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est Allez, quoi la vitesse angulaire? Parce que moi, je le vois pas dans le cours, ça, le truc sur la vitesse angulaire. la vitesse angulaire, en gros, en gros, jusqu'à là, on a appris à calculer plutôt. Comment t'expliquer ça? OK. Tu as vu, vous faites tous de la physique? Non, pas forcément, parce que maintenant il y a l'ESP. OK. Vous l'avez quand même un petit peu vu. En réalité, l'accélération, l'accélération, ça correspond à la dérivée de la vitesse. Et en fait, si on prend la position, si on prend une photo et qu'on voulait analyser la position, chaque position d'un objet qui est en mouvement, eh ben, la dérivée de sa position, ça nous donne la vitesse. Et si on dérive la vitesse, ça nous donne son accélération. Bon, ben, dans le même principe, la vitesse angulaire, ça correspondrait à la dérivée d'un angle. Sans forcément rentrer dans le détail, si tu as étudié, si tu as étudié la mécanique de Newton, je pense que tu vois où je veux en venir. Ça suit exactement le même principe, mais plutôt avec les angles. Ok, super, merci. Voilà, si ça y est pas dans le cours, c'est possible que ça y est plus. Parfois, je peux me tromper parce que voilà, moi, pour me présenter un petit peu, c'est vrai que je me suis même pas présenté, on a attaqué direct. On en parlera un petit peu à la fin. Mais voilà, moi, je suis passé, ça fait des années que je donne des cours de maths. Et moi, je donnais des cours même initialement à la PACES. Et des fois, il y a eu des petits bouts de programme qui ont disparu. Normalement, je les ai tous notés, mais peut-être qu'effectivement, la vitesse angulaire a disparu et que je ne l'avais pas remarqué dans le nouveau cours. C'est possible. Si ça y est pas, my bad. On est bon pour tout le monde. On peut passer à la 2. La question 2, c'est une question d'annale de 2010. D'accord? Donc, pourquoi je vous l'ai mise? Parce que c'est pas forcément une question, ça reste une question de dimension, aux équations aux dimensions, mais tournée différemment. Tournée différemment. Et donc, j'aimais bien l'idée du coup de tourner ça différemment. Comme ça peut vous préparer à avoir un autre type de question que les questions classiques. C'est-à-dire que voilà, question 1, je vous le dis, hein, c'est une question type anal. C'est quelque chose qui tombe pratiquement chaque année et les questions sont toutes du même ordre. Et même, voilà, comme je vous disais, souvent euh, en termes de dimensions, ils vous demandent souvent les dimensions de l'énergie ou de la puissance. D'accord? Ici, c'est une question d'anal, mais tournée différemment. D'accord? Donc, on va la lire ensemble. La capacité thermique massique et la quantité d'énergie à apporter. D'accord? Donc là, on vous demande une quantité d'énergie, donc il va forcément avoir de l'énergie. À apporter par échange thermique pour élever d'1 Kelvin la température de l'unité de masse d'une substance. Ce que j'ai mis en gras, c'est ce qui est le plus important, c'est le fameux par. Et donc, c'est important de savoir lire une phrase et d'arriver à la traduire en une formule mathématique. Donc, par, ça veut dire diviser. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe ici? La A, elle va être juste pourquoi? Parce que je prends des joules, qui est l'unité de l'énergie, que je viens diviser par des kilogrammes et des kelvins. Donc, pour rappel, quand on a un point, ça revient à multiplier, et quand on a un moins à l'exposant, du coup, ça revient à faire l'inverse, donc diviser. Donc, on a bien des joules divisés par des kilogrammes et des kelvins. Donc, on a bien de l'énergie divisée par de la masse et de la température.
Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Ensuite, le piège dans lequel il fallait pas tomber, euh, c'est que par exemple, la D, elle était juste concrètement. La D, en termes de dimension, elle était juste, mais il nous a demandé les unités de base. Ah, Sacha, Oui, excuse-moi, est-ce que ça t'embête il y a des gens qui sont en salle d'attente de les accepter? Tu oui. vas dans participants et tu les acceptes, désolé, hein. Non, c'est pas grave. Admettre, admettre tout. On est bon? Ouais, c'est top, merci. Allez, pas de souci. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'item D, si vous faites l'équation aux dimensions, vous retrouvez ces dimensions, mais elle est fausse parce que ici, dans l'intitulé de la question, il demande les unités de base. Donc ça, c'est important. Pareil, c'est pour ça que je trouve cette question d'anal, elle est vachement intéressante parce que elle présente les choses de manière différente et en plus, elle peut faire des petits pièges où, bon, on tombe une fois dedans, ça y est, maintenant on le retient, on fait plus la même erreur. D'accord? Donc, si vous êtes tombé dans ce piège, c'est normal, on tombe tous dans le piège au début. Et voilà, après, en fait, ça nous permet d'avoir l'œil pour la lecture des QCM. Ça se réserve pas qu'en maths, hein, ça se réserve de manière générale sur le concours passe. Ok, la E, elle est fausse, pareil, parce que c'est le kilogramme, l'unité de base de la masse dans le SI et non le gramme. Et donc la C, elle était vraie. Pourquoi? Parce que des newtons multipliés par des mètres, c'est en fait de l'énergie. D'accord? Donc quand on multiplie une force et une longueur, ça correspond à de l'énergie. Voilà, donc pour la question 2, c'était les réponses à C. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bonjour, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que la correction du QCM sera envoyée sur le groupe ou pas? Oui, bien sûr. Ok, merci. Oui, bien sûr. Je vous ai envoyé d'abord que le sujet bah, pour que vous puissiez faire le sujet voilà, tranquille. Et là après la réunion Zoom, Ah, je perds mes mots. Je vous enverrai le sujet avec la correction. Donc, pas de souci. Vous avez vu, voilà, j'essaie quand même de faire des corrections assez détaillées. Donc, comme ça, bien sûr, vous pourrez reprendre avec la correction vos éventuelles erreurs. Question 3. Donc, on va parler des chiffres significatifs. Encore une fois, question 3, c'est une question type anal. C'est quelque chose qui tombe pratiquement chaque année. Et vraiment, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Donc, c'est de la méthodologie, mais vous devez maîtriser, vous devez savoir qu'est-ce qui est un chiffre significatif ou non. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'est un chiffre significatif? Les chiffres significatifs sont les chiffres différents de zéros, les zéros placés entre les chiffres, tous les autres chiffres, et les zéros placés derrière lorsqu'ils sont le résultat d'une mesure. D'accord? J'insiste. Je fais un bilan sanguin, je mesure votre glycémie. J'ai trouvé 1,20. Mon 1,20 aura donc trois chiffres significatifs parce que je l'ai mesuré. À Marseille, il y a environ 1 million d'habitants. Bon, ben, je ne l'ai pas mesuré, donc ici, il n'y a qu'un seul chiffre significatif. Si on voulait l'écrire en écriture scientifique, on écrirait 1 fois 10 puissance 6, par exemple. OK, donc ça, c'est pour la notion de chiffre significatif. Donc, question 1, A, pardon, 1,30 contient trois chiffres significatifs lorsqu'il est le résultat d'une mesure. C'est faux, il en contient 4. 2,10 contient deux chiffres significatifs, c'est également faux, il en contient 3 du coup. Donc non, il n'a pas quatre chiffres significatifs, B, il n'en a que 3. C'est une erreur, hein. Hop, ici, je le corrige de suite. Hop là. Donc 2,010, il a bien que trois chiffres significatifs. On est OK? Donc ça, c'est notre méthode de base qu'on doit retenir. Ensuite, dans le cours, il vous apprend à faire des opérations et à arrondir au bon nombre de chiffres significatifs. Pour l'addition, c'est très simple. L'addition, on se réfère au nombre de chiffres après la virgule. D'accord?
Donc ici, dans notre calcul, 3,8 plus 0,1 plus 2,34, je regarde à chaque fois le nombre de chiffres après la virgule. Ici, il y en a un, ici, il y en a un, ici, il y en a deux. Donc mon nombre avec le plus petit nombre de chiffres après la virgule, c'est 3,8 ou 0,1. Il y en a donc un. Donc si il y en a un, le résultat final, il aura forcément un seul chiffre après la virgule. Vous n'avez même pas besoin de faire le calcul. Pour la D, ce qui est important, c'est ce qui est souligné ici, intervenant dans une opération. Donc, quand on vous met le truc intervenant dans une opération, ça correspond au résultat intermédiaire. Et donc, le résultat intermédiaire, on arrondit toujours à n plus 1 chiffre après la virgule. Donc, ici, on a dit que notre nombre de chiffres après la virgule, pour notre résultat final, c'était 1. Bon, ben, pour le résultat intermédiaire, c'est forcément 2. Si votre résultat final, si vous trouvez n égale 2 chiffres après la virgule, le résultat intermédiaire, il aura donc 3 chiffres après la virgule, etc., etc. Donc ici, l'item D est vrai. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusqu'à là? Bonjour. J'ai Oui. pas compris là, c'est. Alors là, c'est, regarde, on a dit pour réaliser maintenant donc tu as compris la A et la B, chiffre significatif, c'est OK. Pour l'addition, il faut que tu regardes le nombre de chiffres après la virgule, d'accord? 3,8, il a un chiffre après la virgule. Tu es OK avec moi? 0,1, idem. 2,34, il en a deux. OK? Ouais. Donc ici, pour savoir comment tu arrondis, il faut toujours que tu prennes le plus petit nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, le plus petit nombre, c'est 1. Donc, ton résultat final, il aura un chiffre après la virgule. Ok, ça va, merci. Et donc, ça, c'est pour le final. Et donc, l'intermédiaire, tu augmentes toujours de 1. L'intermédiaire, du coup, il aura deux chiffres après la virgule. Donc, quand vous voyez, j'insiste, intervenant dans une opération, vous savez, vous savez dès maintenant que c'est toujours le résultat intermédiaire. Est-ce que- Bonjour. Oui. Moi j'ai une question. En fait, j'ai compris la C et la D, c'est juste la A et la B. Je comprends pas pourquoi 1,030 il y a 3 chiffres significatifs, 4 chiffres significatifs et 2,010 il y en a 3. Parce que c'est ce que j'ai expliqué au début. Tu as la notion de résultat de mesure. Je mesure ton taux de glycémie. C'est marqué, regarde, regarde sur la correction. Les zéros placés derrière les autres chiffres quand c'est le résultat d'une mesure. Donc ici, ici, on compte toujours, puisque 1 c'est un chiffre, 0 il est placé entre les chiffres et 3 aussi, mais on compte également le zéro de la fin parce que c'est le résultat d'une mesure. Tandis qu'ici, quand on précise pas, c'est qu'on part du principe que ça n'en est pas, sinon on doit le préciser, hein. On dit je mesure ceci ou cela. Ici, on n'a donc que trois chiffres significatifs. Est-ce que c'est bon pour Ouais, la et la ouais, B? ouais, c'est bon, merci. Donc voilà, c'est les règles qu'il faut retenir. Donc vous avez les chiffres significatifs, vous connaissez les règles. Vous connaissez les règles pour les additions. Soustraction, c'est la même chose. Et donc on arrive à la multiplication. La multiplication, c'est encore une autre méthodologie. D'accord? Donc déjà, on va regarder le nombre de chiffres significatifs. Le premier piège que je vous ai mis, c'est je vous ai mis 0,50. Et le truc que vous devez retenir, c'est que quand on fait une opération, ce sont forcément les résultats de mesure. D'accord? Donc, si ce sont les résultats de mesure, on compte les zéros placés derrière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Donc, on est sur des chiffres significatifs dans la multiplication. On va devoir trouver le nombre de chiffres significatifs. Ici, j'en trouve 3. Ici, j'en trouve que 2, puisque le zéro placé avant, il ne compte jamais. On est tous d'accord? Donc ici, il y en a 2, parce que les nombres présentés sont toujours les résultats de mesure. Donc, ensuite, pour notre multiplication, on doit effectuer l'opération. Le résultat intermédiaire, c'est 121. Donc, le résultat final, ça sera 1,2 fois 10 puissance 2. 1,2, il a bien que deux nombres significatifs. Le résultat intermédiaire, il en a bien trois.
Est-ce que jusqu'à là, tout le monde a compris? Donc l'addition, je prends le nombre de chiffres après la virgule. La multiplication, je prends le nombre de chiffres significatifs. OK? La multiplication, vous êtes obligé de la faire parce que quand vous allez faire votre multiplication, donc ici, c'était assez simple, à la limite, ça pouvait s'éviter de faire, mais en fait, vous devrez toujours regarder au niveau de la somme et regarder au niveau de la dernière colonne de la somme si cette somme est inférieure ou égale à 9 ou si elle est strictement supérieure à 9. Parce que du coup, dans un cas, on arrondit à n. Donc, dans 99% des cas, on arrondit à n chiffres significatifs. Mais dans le cas où la somme est supérieure à 9, on arrondira à n plus un chiffre significatif. D'accord? Donc là, comme ça, de manière abstraite, c'est un petit peu compliqué à expliquer, sachant que l'exemple n'est pas le bon exemple pour expliquer ça. Mais déjà, retenez 3 points. Comment on fait pour calculer le nombre de chiffres significatifs? Retenez que pour l'addition, on regarde le nombre de chiffres après la virgule, alors que pour la multiplication, on regarde le nombre de chiffres après les nombres de chiffres significatifs. OK? Si vous retenez ça, c'est déjà excellent. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? On passe à la question 4. Alors, question 4, c'est une question un petit peu nouvelle pour vous. C'est une courbe que vous n'avez jamais vue. Donc, en fait, on va parler de courbe semi-log ou log-log. Pour savoir si c'est une semi-log ou log-log, vous regardez au niveau de vos abscisses et ordonnées. Ici, en abscisse, on a une abscisse qu'on va appeler orthonormée, une abscisse que vous voyez habituellement. Les écarts sont proportionnels. D'accord? Donc, vous êtes d'accord que votre échelle au niveau de l'abscisse, elle est normale. Regardez ici au niveau de l'ordonnée. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Et vous voyez que les écarts ne sont pas proportionnels. De plus, il y a écrit en dessous échelle log. Donc, on a la confirmation qu'ici, on n'est pas sur des écarts proportionnels, mais qu'il y a bien une échelle logarithmique qui a été appliquée. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on arrive à 10 ici, ça va pas être 11, ça va être 20, 30, 40, 50, 60, nanana, 100. Et si on devait aller au-dessus, ça serait 200, 300, 400, dès que vous voyez le trait. D'accord? Donc, premier point, il faut savoir utiliser un repère avec une échelle logarithmique. Normalement, si je dis pas de bêtises, si tout le monde a compris mon explication, vous savez le faire désormais. OK? Donc, on va avoir une droite. On va avoir une droite. Tout le monde est OK avec moi? La droite en mathématiques, vous êtes tous d'accord qu'une droite, c'est y est égal à bx plus a. D'accord? Bon, peu importe, ce n'est pas forcément les lettres que vous avez l'habitude de voir, mais en gros, le coefficient directeur multiplié à la variable plus l'ordonnée à l'origine. OK? Donc, on va regarder ici. Pour trouver notre formule, on va regarder la position de l'échelle log. Et donc, on est sur une droite. Donc, y, on regarde en y. En y, il y a une échelle log. Donc, ici, notre y, c'est la concentration C. Donc, on ne peut pas écrire C égale, mais on va écrire log de C égale. OK? Pourquoi on écrit log de C? Parce que C, c'est y et que l'échelle log est sur le y. On continue. On va regarder maintenant le coefficient directeur. On a une droite qui est décroissante. Donc, si notre coefficient directeur ici, il note ça, il l'appelle K. Donc ici, K va être négatif. Donc, log de C est égal à moins K multiplié par notre variable qui est T, le temps en heure. Pourquoi on la multiplie par T? Parce que ici, T, il n'y a pas d'échelle log. Donc, on ne met pas le log. Plus l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est C0. Dans le nom de l'ordonnée à l'origine, il y a le mot ordonnée. Donc, s'il y a l'échelle log à l'ordonnée, on va mettre le log pour l'ordonnée à l'origine.
Et donc, ça va nous donner log de C est égal à log de C0 moins KT. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Juste, j'ai une question. Oui. Vous avez dit on met moins K parce que K Ouais. est négatif, mais c'est parce que enfin, la droite, elle est décroissante. Et oui, Ok, quand tu as vu ta fonction affine, croissant, ton coefficient directeur est positif, décroissant, ton coefficient directeur est négatif. ok. En fait, on utilise les échelles log parce qu'en fait, imaginez qu'on n'aurait pas mis d'échelle log ou qu'on aurait fait un repère orthonormé classique. D'accord? Donc, regardez la fonction finale. Donc, la fonction finale, vous devez utiliser du coup la fonction réciproque des logarithmes décimaux. Donc, ça, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais regardez vite fait la fonction finale. C'est la concentration, eh ben, elle va être égale à la concentration initiale fois 10 puissance moins kt. Bon, ben ça, si on vous l'avait présenté sur un graphe normal, ça aurait été difficilement étudiable. Alors qu'une droite, c'est facilement étudiable. On peut faire beaucoup plus de choses avec une droite de manière graphique, en fait. Et donc, en fait, le mec qui a inventé ça, qui s'est mis à utiliser les échelles log, en fait, il s'est rendu compte que ben, si l'échelle log, elle nous permettait de transformer une courbe en une droite, comme c'est beaucoup plus facilement étudiable, ben, c'est bénef. OK? Donc, en fait, pourquoi il a fait ça? C'est pour avoir une droite. Donc la droite, elle est négative. Donc on a moins kt, on a moins k. Et pourquoi on a que t, on n'a pas log de t? Parce qu'il n'y a pas d'échelle log ici. Donc si on avait été sur, par exemple, un repère log-log, donc ici, vous n'avez pas d'exemple, donc pareil, difficile d'illustrer. Mais s'il y avait eu un repère log-log, dans ce cas-là, on aurait eu moins k fois log de t. D'accord? Donc vraiment, vous devez juste savoir positionner où est l'échelle. Vous devez juste positionner l'échelle et ensuite, vous devez juste savoir positionner l'échelle et ensuite, ensuite ça se fait de manière logique. Il faut pas chercher à apprendre les formules. Enfin, moi, c'est mon avis. Il faut pas chercher forcément à apprendre les formules par cœur. Juste retenez où il y a le log, ben, je le place dans ma formule. Et c'est facile, c'est une droite. OK? Euh, pour la question 5. Donc, non, je vais passer rapidement sur ça parce que ça va être quand même compliqué à expliquer, mais c'est des propriétés. En gros, le logarithme népérien, que vous connaissez tous certainement un peu mieux. Le logarithme népérien, le ln de x, vous êtes d'accord que il se complète avec l'exponentielle de x, avec le petit e de x. On est tous OK sur ça ou pas? J'attends une réponse, hein. Dites-moi si tout le monde, logarithme népérien et fonction exponentielle, c'est OK. Oui, c'est bon. Donc, Oui, vous, c'est en bon. fait, vous êtes d'accord que en fait, le logarithme népérien, sa base, en fait, on va dire que sa base, c'est le nombre de népères. Le nombre de népères, c'est E. E, quand vous mettez E de x, E, c'est pas une variable. E, il a une valeur comme pi. Pi, c'est 3,14. Ben, E, c'est 2,7. C'est juste que c'est un nombre qui ne se termine pas. Donc, on l'a nommé E. Eh ben, donc, le logarithme népérien, sa base, c'est E. Eh ben, pour le même principe, le logarithme décimal, eh ben, sa base, ça va être 10. Et ça va être exactement les mêmes propriétés que vous voyez entre les exponentielles et logarithmes népériens, ben vous les voyez avec les 10 puissance x et les 10 puissance x et du coup les logarithmes décimaux. OK? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je veux retrouver c. Je mets le tout à la puissance 10. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc j'obtiens c est égal ça. Quand j'ai un moins ici, je peux le transformer en produit. Et donc ici, pareil, le 10 et le log peuvent se supprimer parce que c'est l'un est la base de l'autre. Et donc on retrouve c0 fois 10 puissance moins kt. Au niveau de l'explication après du calcul, je peux comprendre que ça paraisse flou. Après, honnêtement, là en distanciel, c'est compliqué pour moi d'expliquer mieux que ça. Comprenez déjà le principe de la similarité entre logarithme népérien et sa base du coup E, et du coup logarithme décimal et sa base 10. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pareil, j'attends une réponse. Si j'ai pas de nom, j'enchaîne. Ouais, c'est bon. Moi, Allez, j'ai juste nickel. une question.
Oui, vas-y. Du coup, la réponse, c'est D et E, c'est ça, les bonnes réponses. Je sais pas. Oui. Mais du coup, on n'avait pas dit que le C, on le multipliait par log, non? Non. Un C, ça se multiplie pas avec log, hein. Log, c'est une fonction. C'est comme si je te dis cosinus de x. Le cos et le x, ils se multiplient pas entre eux. Là, log de C, ils se multiplient pas entre eux. C'est log de C. Log, c'est une fonction comme ln de x. Le ln et x, ils se multiplient pas entre eux. C'est ln de x. Est-ce Ok. que c'est ça ta question? Ouais. Ouais, non, mais en fait, c'est bon, j'ai compris. Je viens Ouais. de. Donc, Ouais. vraiment, voilà, je suis désolé, c'est pas la question la plus facile à expliquer en distanciel, mais voilà, j'espère que déjà je vous aurai donné une piste. Moi, pareil. Maintenant, moi, je vous mets ces questions. J'ai conscience que vous êtes en terminale, d'accord? Déjà, si vous m'avez retenu, comment fonctionne le repère semi-log ou le repère log-log, c'est-à-dire est-ce que je sais repérer où il y a une échelle logarithmique sur mon graphe? Si déjà vous arrivez à maîtriser ça, c'est déjà très bien. On a fait le plus grand pas. Après, voilà, c'est normal, c'est des notions nouvelles, vous n'avez pas forcément connaissance du logarithme décimal, donc, euh, donc, euh, donc ça va venir, on a le temps. Mais déjà, retenez la méthodologie de OK, je sais si c'est un repère semi-log ou log-log, et donc je sais savoir où est mon échelle log. En plus, jusqu'à là, il l'indique toujours normalement. Mais même s'il l'indique pas, vous devrez être capable de reconnaître, entre guillemets, une échelle log par rapport à une échelle normée, c'est-à-dire une échelle proportionnelle. OK? Ok. Merci. Question D. À T0, la concentration, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à 50. Attention, c'est pas log de 50. Ici, vous êtes tous d'accord qu'on a log de ces zéros. Donc ici, ici, ces zéros, c'est bien 50. Donc le piège qu'il avait fait, c'était aussi 14. Donc attention, une fois qu'on le logarithme décimal, en fait, une fois qu'on passe le step supérieur, on augmente à chaque fois, comment dire, je sais pas, mais en fait, on augmente unité par unité. Quand on arrive à la dizaine, on augmente dizaine par dizaine. Quand on arrive à la centaine, on augmente centaine par centaine, au millier, mille par mille, etc., etc. Donc ici, attention, c'est bien 50. Le temps de demi-vie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait la SVT, le temps de demi-vie, c'est que vous prenez la concentration initiale divisée par 2. Donc ici, il fallait chercher à 25. Donc 10, 20, 30. 25, c'est ici. Si on reporte sur notre courbe, ce que j'ai fait ici, on retrouve à peu près 7,5. D'accord? Il ne vous mettra pas 7,6 ou 7,8. D'accord? Et vous avez vu, il a fait la proposition, c'est 7,5 ou 18. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Ouais, moi c'est bon. Très bien. Donc, question 6. Question 6, on va passer rapidement parce que c'est encore quelque chose que vous n'avez pas forcément vu. Juste vous l'introduire parce qu'elle est déjà tombée en annales. La dose absorbée, c'est quelque chose que vous verrez en IE3 en physique, en radioactivité. D'accord? Donc en gros, bah, par exemple, quelqu'un qui subirait un traitement par radiothérapie parce qu'il est atteint d'un cancer, euh, on va lui envoyer du coup des rayons, il va avoir une notion de dose absorbée. D'accord? Et donc après, vous avez vu les questions, ça fonctionne pareil. Si on vous demande une quantité d'énergie par unité de masse, ben, vous faites une énergie divisée par la masse. On retrouve par exemple L2 T-2. Donc là, A, elle était juste. OK? Question 7. Question 7. Question de définition. Pourquoi je vous l'ai mise? Pareil, pour vous expliquer, pour vous dire, OK, il peut vous poser des questions de leçon. Donc, il faut quand même connaître un minimum les bases. Donc, les 7 unités du SI sont légales depuis 1975. Sachez que c'est pas moi qui ai fait cette question, hein. Cette question, ou alors c'est moi qui l'ai faite, mais vraiment, c'est des questions type anal, hein. Il pose des questions sur les années. Donc voilà, sachez qu'il faudra connaître les années au moment bah, d'apprendre le cours de métrologie. D'accord? Le téranewton, c'est 10 puissance 12. C'est un pétanewton qui est 10 puissance 15. OK? Les unités d'angle n'ont pas de dimension, ça c'est vrai. D'accord? Ils n'ont pas de dimension, pour autant, ils ont une unité.
merde, l'unité de l'unité de l'angle, c'est le radian. Et donc, tout à l'heure, la vitesse angulaire, son unité, c'est le radian divisé par des secondes. Je ne sais plus qui me posait la question. Et donc, question E, un étalon de mesure est une grandeur de référence immuable. Immuable, ça veut dire que ça ne bouge pas dans le temps. Qu'une fois qu'on a défini une grandeur, on ne peut plus la redéfinir. Ben non, c'est faux. Si je dis n'importe quoi, aujourd'hui on a un outil pour calculer le temps. Si demain on trouve un outil encore plus performant pour calculer encore plus précisément le temps, ben pourquoi on se priverait d'utiliser l'outil plus performant? Donc non, un étalon de mesure. Donc un étalon de mesure, c'est ce qui nous sert de base. Par exemple, le kilogramme, il y a un objet qui symbolise vraiment le kilogramme, c'est l'étalon de base. Et après, derrière, il faut toujours un référencement pour donner des valeurs à quelque chose. Donc, question 7. À part s'il y a quelqu'un qui a une question, je pense qu'on peut enchaîner. Question 8. Question 8, on revient sur nos chiffres significatifs. Donc, on va les faire un peu ensemble. Le nombre 10,050 contient 5 chiffres significatifs. C'est faux. Il en contient que 4. Le zéro de derrière, on ne le compte pas parce qu'il ne nous précise pas que c'est le résultat d'une mesure. Le nombre 3,01 contient 2 chiffres significatifs. Ben, c'est toujours faux. Il en a 3. Le résultat final du calcul comporte 2 chiffres significatifs. J'ai pas, même pas besoin de faire le calcul que je sais. Ah, non, pardon, piège. Ici, on vous demande le nombre de chiffres significatifs. Alors, ici, on va être obligé de faire le calcul. Pourquoi? Parce que nous, notre référencement, c'est le nombre de chiffres par rapport à la virgule. Donc ici, on sait que notre résultat final aura un chiffre après la virgule. Par contre, on ne sait pas le nombre de chiffres significatifs qu'il y aura. Donc ici, je fais mon calcul. Je trouve 10,22. Donc mon résultat intermédiaire, il va avoir deux chiffres après la virgule, c'est 10,22. Il va avoir deux chiffres après la virgule, ouais. Et notre résultat final, il va avoir un chiffre après la virgule, c'est donc 10,2. Mais donc, du coup, vous remarquez donc que le résultat final, il a un chiffre après la virgule, mais qu'il a trois chiffres significatifs. Donc, celle-ci, c'était le piège. On ne vous demandait pas le nombre de chiffres après la virgule, on vous demandait le nombre de chiffres significatifs. Donc ici, il fallait quand même faire le calcul. Et si on met un seul nombre après la virgule, un seul chiffre après la virgule, le nombre a trois chiffres significatifs. Est-ce que c'est compris pour la C et la D? Donc, Non, j'ai pas compris. Là, c'est donc on reprend, tu es là, hein, on se répond, c'est du ping-pong. Ici, un chiffre après la virgule, tu es d'accord? Ici 3, ici 3. Donc, ton résultat final, il doit avoir un seul chiffre après la virgule. Est-ce que tu es d'accord avec moi? oui, Donc, je fais mon calcul. Mon résultat intermédiaire, il doit en avoir deux. Donc, mon résultat intermédiaire, c'est 10,22. Tu es d'accord? oui. Mon résultat final, c'est 10,2. T'es OK? Mhm. 10,2, il a combien de chiffres significatifs? 3. Donc, c'est faux. Par contre, la D, elle est vraie. Pourquoi? Parce qu'on te dit intervenant dans une opération. Donc, on te demande en réalité le résultat intermédiaire. Et le résultat intermédiaire, il a bien deux chiffres après la virgule, mais il a quatre chiffres significatifs. Donc, la D est vraie. D'accord? Ok, ça va, merci. Voilà. Pareil, c'est un cas assez exceptionnel. Il l'a fait une fois où il a changé. Généralement, les additions, quand on vous demande le nombre de chiffres après la virgule, vous n'avez pas besoin de la faire parce que, en fait, c'est automatique. Mais là, vu que vous avez vu la gueule de la somme, c'est 1,6, 8, 0,5, j'ai dit, ah, là, possible que le résultat final il fasse plus que 10 en réalité. Et donc, du coup, en faisant le calcul, effectivement, il faisait plus que 10. Et donc, 10,2, il a bien trois chiffres significatifs. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde?
Ah, très bien. Cet exemple-là, on va avoir l'exemple de la multiplication avec la somme à la fin. OK? Donc, ici, on a une multiplication. Multiplication, on regarde le nombre de chiffres significatifs. OK? Le nombre de chiffres significatifs. Ici, j'en ai deux. Ici, j'en ai deux. Donc, ici, je vais effectuer mon calcul. 51 fois 3,9. Donc, je fais ma multiplication. 9 fois 1, 9. 9 fois 5, 45. Là, j'arrive à mon 3, je pose mon 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 5, 15. Donc, je fais mon addition. 0 plus 9, 5 plus 3, 5 plus 4, 1 plus 0. Ici, je rajoute une virgule parce que je ne multiplie pas par 39, mais par 3,9. Et donc, je trouve 198,9. Mon résultat intermédiaire, on va l'arrondir toujours à n plus un chiffre significatif, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc ici, mon résultat intermédiaire, c'est 199. Et mon résultat final, je dois regarder ma dernière colonne. Ma dernière colonne ici, c'est 1. Et ici, c'est 0. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc la dernière colonne, la somme est égale à 1. Donc, vu que 1, c'est inférieur ou égal à 9, on arrondit à n. Donc, ici, il fallait arrondir et donc dire, il fallait arrondir à deux chiffres significatifs. Comment on fait pour arrondir un nombre qui est dans les centaines à deux chiffres significatifs? On y ajoute une puissance. On le multiplie par 10 puissance quelque chose. Et donc là, on obtient 2,0 fois 10 puissance 2 ou 20 fois 10 puissance 1. OK? Donc, je répète, pour la dernière somme, si par exemple, ici, à côté du 9 on avait eu à côté du 4 à gauche du 4 on avait eu un 9. 9 plus 1, ça aurait fait 10. La dernière somme, là, elle aurait été strictement supérieure à 9. Et donc, le résultat final, ça aurait été également 199. Mais vu que là, notre somme, elle est égale à 1, bon, ben, on arrondit à n. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, non? N'hésitez pas à répondre. Waouh. Ok. Question 10. Question 9, pardon. Question 9, question 9. Bon, c'est une question de fonction classique. Donc, on a une fonction, on a une somme de deux, on a une fonction composée qui est une somme entre une fonction exponentielle et une fonction cosinus. Donc, si on dérive, attention à la fonction exponentielle, elle est composée elle-même. Donc, ça, sa dérivée, ça nous donne ça. Tandis que si on dérive cosinus x, si on dérive cosinus x, ça nous donne moins sinus x. Donc la B était vraie. La C, si on fait la primitive, si on fait l'intégrale de f de x, là, pareil, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une notion que vous avez encore vue en classe ou pas, mais du coup, faire l'intégrale, chercher la primitive, ça correspond à faire l'inverse de la dérivée, partir dans l'autre sens. Donc la primitive euh, de cosinus x, c'est plus sinus x. La primitive de ça, c'est donc plus un demi exponentielle de x, et on y ajoute toujours une constante. Pourquoi? Parce que bah, si on devait dériver ça, eh ben, la constante additionnée, elle disparaîtrait dans la dérivée. Dernière question, le développement limité de f de x au voisinage de 0 n'existe pas. Donc, au voisinage de 0, ça veut dire faire un développement limité. Est-ce que la fonction f, est-ce que son ensemble de définitions inclut 0 ou non? C'est juste ça. Donc ici, l'exponentielle, bah, elle est définie sur R. Le cosinus, il est défini sur R. Donc le développement limité, il existe. Question par exemple, qui n'existe pas, le logarithme népérien. Ou la fonction inverse, par exemple. La fonction inverse, le développement limité, comme on ne peut pas au voisinage de 0, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que la fonction, elle n'est pas définie sur 0. 0, il est exclu de l'ensemble de définitions.
Question 10. Moi, j'avais juste une question pour la C. Pourquoi la C, elle est pas juste? On pourrait dire que un c'est une constante, non? Oui, mais il te manque ce fameux 1,5. Ah ouais, ok. Donc c'était ici que la primitive était fausse. Il manquait le 1,5 devant l'exponentielle de 2x. Mais Ok. effectivement, s'il y avait eu le 1,5, ça aurait été juste. Sachant qu'il a mis une primitive. Attention, s'il avait mis la primitive, ça aurait été faux. La primitive, il faut mettre plus c, plus une constante quelconque. Par contre, Ouais, une ok. primitive, vous pouvez mettre plus n'importe quoi ou moins n'importe quoi. D'accord? Question 10. Question 10. Donc, on a une fonction logarithmique, d'accord? Cette fonction logarithmique, c'est une fonction logarithme décimale. Donc, ici, on cherche y. Pour chercher y, ben, il faut tout mettre à la puissance de 10, d'accord? Donc, ici, il y a une exponentielle, c'est faux. Si je mets à la puissance de 10, ça, c'est faux. Si je mets à la puissance de 10, ça, c'est vrai. D'accord? Ça, c'est pile poil vrai. Ensuite, ça, quand on a une somme au sein de l'exposant, une somme ou une différence, c'est la même chose. On peut le transformer en produit. Donc ici, c'est pas une transformation en produit, donc c'est faux. Ici, c'est un produit. Donc on peut séparer en produit 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 0,2 de x. 10 puissance 2, c'est 100. Donc la E, elle est juste également. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Oui. Bon, merci à vous, en tout cas. Euh, j'espère que ben, quand même ça vous aura plu la correction. J'ai essayé d'expliquer du mieux possible en étant le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires ou quoi. J'ai mis mon numéro en début de QCM. Vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Et voilà. Que dire de plus? Je... Juste, Oui, est-ce que vous pouvez juste, ça vous embête pas de répéter les réponses pour la question 1, s'il vous plaît? Parce que je suis arrivée un peu plus tard et du coup, j'ai pas entendu les réponses. bien sûr, bien sûr. Merci. ABD. Merci. ABD, au niveau de compréhension, du coup, grandeur aux dimensions, j'ai passé un peu vite du coup sur la question d'après. Ça va, tu as compris pour l'équation aux dimensions? Oui, ça va, merci. Allez, ça va, nickel, top. Top, top, top. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou quoi que ce soit? Non, c'est bon. Ok, ben, je vais vous libérer. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci, vous aussi. Merci, Allez, vous Merci. aussi. Merci. Au allez, revoir. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est fini là ou il y a un autre truc? aucune idée. Voyez avec Dan, mais je crois pas que vous ayez d'autres trucs, hein. Ok, ça roule. Allez, au revoir. Merci.